Allez, bonsoir à toutes et à tous. On va bientôt commencer. On va essayer de ne pas trop traîner parce que je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui meurent de trouille. Donc on va penser à eux et faire en sorte que les présentations se fassent vite. Alors merci d'être ici ce soir pour la première demi-finale du 5e tournoi d'éloquence organisé par le Lions Club de Rochefort-Famenne. 5e tournoi déjà. Alors avant de vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la soirée, et je promets que je vais le faire le plus vite possible, je vais peut-être déjà tendre le micro à Pierre qui va nous donner un petit mot et expliquer un petit peu l'objectif du Lions Club. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue évidemment au 5e tournoi d'éloquence organisé par notre club. Simplement, vous préciser, ça va comme ça, maintenant ça va mieux. Apparemment ça va mieux, oui. Oh, voilà, le jury s'écroule déjà. Simplement vous préciser que le Lions Club Rochefort-Famenne œuvre pour des associations locales, donc toutes les activités que nous organisons tout au long de l'année, les bénéfices sont intégralement, et je dis bien intégralement, reversés à ces associations telles que les Capucines, la Farandole, Gamedella et autres associations de jeunes, écoles de devoirs et compagnie. Donc voilà, c'était, je vais dire, principalement le but de notre club. Nous sommes un club de service, dont d'ailleurs la doctrine est We Serve. Donc nous sommes là pour les gens, au service des gens, et nous sommes une bande, je veux dire, de copains qui avons décidé de nous investir dans ce type d'activité. Donc le tournoi d'éloquence ici n'est pas spécialement une activité qui génère pour nous un grand bénéfice, et ce n'est pas le but, mais c'est surtout de pouvoir donner aux jeunes l'occasion de s'exprimer, parce que le Lions, c'est aussi un service aux jeunes. Donc nous sommes évidemment excessivement heureux de voir que cette année-ci, nous avons 29 candidats qui se sont inscrits. Je remercie l'ensemble des écoles et surtout les professeurs qui se sont occupés des orateurs, mais je remercie surtout et je voue le courage que les jeunes ont aujourd'hui à pouvoir développer le thème qu'ils ont travaillé. Voilà, donc vraiment bravo, je pense que vous méritez un bravo. Je permettrai d'ailleurs de demander au public de vous applaudir quand j'aurai terminé. Simplement, sur le plan pratique, je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons 15 candidats. Demain, il y en aura 14. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de délibération du jury, puisque nous devons sortir au final 10 candidats, et qu'il n'est évidemment pas possible de sortir des candidats aujourd'hui, puisque nous n'avons pas vu ceux de demain. Donc le jury délibérera pour retirer les 10 candidats valables pour la finale demain. Donc si vous voulez savoir si vous êtes retenu ou pas, je ne peux que vous conseiller évidemment de venir nous rejoindre demain à la même heure pour voir les 14 autres candidats. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je pense qu'il y en a certains qui commencent à être impatients. Vous êtes bien prêts, donc voilà, moi je lance les hostilités et je repasse le micro à Alexandre. En tout cas, bravo à tous les candidats. Merci Pierre. Alors, comment va se dérouler la soirée ? Elle va se dérouler très bien déjà, je pense. Il me semblait que les applaudissements étaient un petit peu mous.
Voilà. Ça, c'est très très bien. Et bien ça, c'est le minimum qu'il faudra faire après que chaque candidat soit passé. Je compte sur vous. Ils comptent sur vous parce que les pauvres, ils sont stressés et ils vont avoir besoin d'un maximum d'énergie et d'encouragement. Alors, évidemment, comme c'est un tournoi qu'il y a des candidats, nous avons bien sûr des magnifiques membres du jury que je vais quand même vous présenter. Donc, dans le jury ce soir, nous aurons Pierre Wojtek, président du jury et président du Lions Club. On peut applaudir un petit peu. Nous aurons Sonia Simon, qui est directrice d'école primaire à la retraite. Bonjour Sonia. Nous avons Cindy Snesens, qui est artiste conteuse. Bonsoir Cindy. Nous avons Julien Defaux, bourgmestre de Rochefort. Nous avons Daniel Simon, auteur, acteur de théâtre et de temps en temps médecin aussi. Et enfin, Caroline Bugnon, qui est juriste. Mesdames et messieurs du jury, je compte sur vous pour regarder les candidats avec un grand sourire et ne pas leur faire trop peur. On compte sur vous. Donc la soirée va être divisée en deux parce qu'on va faire une petite pause à un moment donné aussi. N'hésitez pas, pendant l'entracte qui durera peut-être une petite demi-heure, à aller boire un verre, à aller manger un bon morceau de quiche, parce que c'est comme ça que le Lions Club va pouvoir faire un petit peu de bénéfice et le reverser à leurs œuvres. Alors, tout ce qui est remerciement de sponsors et tout ça, on va le faire après, parce que là, ça dure déjà depuis trop longtemps. Donc je propose qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet par le premier. Évidemment, Pierre, tu fais bien de me le dire, n'oubliez pas, comme dans n'importe quelle pièce de théâtre ou que sais-je, même si c'est au cinéma, de couper vos portables. Vérifiez bien, ou de le mettre en silencieux, j'en sais rien, mais comme ça ne dérangera personne. Quand les candidats vont venir sur scène, on va les présenter, on va présenter leur sujet. Ils auront un temps déterminé. Ils vont entrer par ordre qui a été défini tout à l'heure là de manière aléatoire. Et puis c'est parti, on va accueillir notre premier candidat. Et le premier candidat, je prends la petite fiche ici avec les détails comme ça, voilà, et je vais prendre ça ici. La première candidate, c'est Lisa Adam. Lisa, tu peux venir. Alors, Lisa Adam, qui vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, avec sa professeure qui est Élodie Poncin. Et Lisa Adam va nous parler du réchauffement climatique. À toi, Lisa. Alors, mesdames et messieurs, chers jurys, bonsoir. Je m'appelle Lisa Adam, je suis en 5e à l'école de Saint-Hubert et je suis ce soir devant vous pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la pollution. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, la pollution est un problème majeur. Il est vrai, elle affecte tout type d'écosystème, qu'il soit marin ou bien terrestre. Chaque année, plus de 14 millions de tonnes de déchets, de mégots de cigarettes, de verres, de canettes, de papier, de caoutchouc et de plastique se retrouvent dans les mers et les océans. Ces déchets se sont accumulés au fil des années pour former un continent entier de plastique, dont la superficie représente 3 fois celle de la France. 3 fois. Vous rendez-vous compte ? Sans parler des herbicides, des pesticides et du pétrole qui s'ajoutent à tout ça. Les coraux blanchissent, les poissons meurent, les mammifères luttent pour leur survie. La vie, trop rapidement, s'éteint. En effet, des écosystèmes entiers sont détruits en quelques secondes. Des forêts entières sont brûlées. Comme actuellement, aux États-Unis où la Californie est en feu, alors que nous sommes pourtant en plein hiver. Trouvez-vous ça normal ? Moi non. Toujours plus. Contrairement aux autres espèces, l'humain veut toujours plus. Jamais rassasié, jamais il ne s'arrête de construire, de chasser, de pêcher, de déforester. Plus grand, il voit toujours plus grand. Mais pourtant, toujours plus de morts et toujours plus de dégâts. Des animaux se retrouvent sans habitat, sans nourriture et meurent. D'autres, au contraire, seront engraissés jusqu'à la mort.
Et même si on ne pourrait ne pas le penser, mais chaque animal, de la baleine bleue à la petite fourmi, en passant par le koala et le kangourou, chaque animal, encore une fois, a son importance. Mais l'homme, encore une fois, de par son comportement, contribue à l'extinction totale ou presque d'espèces, à l'assèchement et l'appauvrissement des sols, à l'abattage de forêts entières, en étant pourtant bien conscient des risques que cela comprend. Et tout ça pourquoi ? Pour la gloire ? Pour le pouvoir ? Peut-être, mais surtout pour l'argent. Nous ne sommes pourtant pas le plus grand, le plus petit, le plus rapide ou même le plus fort des animaux. Mais le seul et l'unique qui ne saura jamais s'arrêter de détruire. Nous vivons actuellement la 6e grande extinction de masse. On pourrait se dire, tranquille alors, c'est un truc normal. Mais non, car peut-être que ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais jamais, au grand jamais, ce n'est arrivé aussi vite. Les grands glaciers fondent, les ours polaires et autres animaux se retrouvent souvent bloqués sur un petit bout de banquise à la dérive, séparés de leur mère. Ce petit bout de banquise les emmenant seulement vers une mort certaine. Les animaux n'ont pas le temps de s'adapter, et nous non plus. En effet, le réchauffement climatique a des impacts conséquents sur notre vie. Reprenons l'exemple de la fonte des glaces. Il y aura une hausse du niveau des mers, donc les personnes qui vivent sur les côtes viendront s'installer ici, au centre des territoires. Il y aura aussi également plus de sécheresse, donc plus de feux de forêt, tandis que de l'autre côté du globe, il y aura des tempêtes en masse. Enfin, tout ça pour vous dire que les signes sont déjà plus que présents, mais nous continuons de les ignorer. Et pourtant, je pense que cela nous concerne tous, et celui qui en dirait le contraire se trompe. Alors, peut-être que cela ne vous intéresse pas, le réchauffement climatique, la pollution, tout ça. Mais moi, oui. Ou peut-être vous a-t-on trop rabâché les oreilles sur le sujet. Mais moi, je dis parlons-en. Moi, je veux grandir dans un monde où mes enfants, mes petits-enfants seront ce qu'est un rhinocéros, un orang-outan ou même une abeille, et que ce ne soit pas juste une légende inscrite dans les livres anciens. Moi, je veux pouvoir respirer à plein poumon, sans inspirer une quantité atmosphérique de dioxyde de carbone. Bref, ne voulez-vous pas que ça change ? Moi, oui. Merci pour votre attention et merci pour m'avoir écouté. Bravo Lisa, bravo. Déjà bravo d'être passé en premier, d'avoir essuyé les plâtres, et puis bravo pour avoir mis un bon coup de pression à tout le monde là maintenant. Mais surtout à moi d'ailleurs, parce que je crois que j'ai déjà bafouillé beaucoup plus depuis que j'ai repris la parole. Ça va aller. Allez, on va enchaîner. Si jamais je ne l'avais pas précisé, chaque candidat a un maximum de 6 minutes. Arrivé à 5 minutes 30, il y aura la cloche qui sonne pour les prévenir que voilà, il leur reste 30 secondes. La deuxième à passer, c'est Zoé Blondia. Zoé Blondia qui vient de l'école de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Borin. Vous pouvez l'applaudir, Zoé. Avec sa professeure Doris Bruch, je prononce sûrement très mal. Dumbruch, pardon, je suis désolé. Je ne participe pas au tournoi de défense, moi je te rassure. Et donc Zoé, tu vas nous parler des bienfaits de la danse. Exact. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la danse. Qu'est-elle vraiment ? Ce n'est pas qu'un simple sport. C'est un art, un moyen de pouvoir s'exprimer. Elle a aussi beaucoup de bienfaits, que ce soit l'aspect social, physique ou encore mental. Mais avant tout, la danse peut sauver des vies. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune danseuse, Émilie. Émilie pratique la danse depuis qu'elle est toute petite. Ce sport l'a beaucoup aidée à surmonter des étapes difficiles dans sa vie.
Elle a commencé à 2 ans et demi parce que son papa voulait qu'elle fasse une activité. Au début, elle n'aimait pas trop, mais plus elle a continué à faire de la danse et plus elle a commencé à l'aimer. La danse devenait son échappatoire. En grandissant, elle s'est beaucoup améliorée et elle est devenue la meilleure danseuse de son groupe. Un jour, sa professeure de danse lui demanda de l'aide pour donner cours aux petits-enfants parce qu'elle en avait besoin. Cette dernière a directement accepté. Émilie n'a pas très bien vécu sa phase d'adolescence, mais la danse était son refuge, une façon de se vider la tête. Quand elle allait donner les cours, elle voyait à chaque fois ses petites danseuses et ses petits danseurs, et elle était vraiment heureuse. Elle pouvait transmettre sa passion tout en imaginant les émotions de ses petits-enfants. Que pense Louise ? Elle libère ses pensées négatives de la journée parce qu'à l'école, c'est pas facile pour elle. Que pense Tom ? Il profite de ce moment de plénitude avant de retrouver à la maison des parents qui se disputent. Que pense Jade ? Jade est sûrement en train de s'imaginer préparer la suite de Grise ou entendre que Claudette de Claude François. Ou encore, que pense Pauline ? Pauline est sûrement en train de se demander ce que sa maman va faire à manger ce soir. Aujourd'hui, Émilie a 18 ans. Elle continue de donner les cours de danse et elle en fait même plus qu'avant. Elle ne sait pas encore quoi faire plus tard, mais elle espère quand même prendre la relève de l'école de danse parce que sans ça, elle ne serait rien. L'année dernière, Émilie a subi une étape douloureuse dans sa vie. Elle a subi du harcèlement, que ce soit à l'école, avec des camarades qui lui renversaient son sac chaque jour, ou encore sur les réseaux, où elle recevait des insultes et des menaces. Et il y a aussi ses parents qui ont divorcé. C'était une période vraiment compliquée pour elle. Elle se faisait du mal chaque jour. Et une fois, elle a même essayé de mettre fin à sa vie. Mais après réflexion, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même des personnes qui étaient là pour elle et qui l'aimaient. Toutes les jeunes danseuses et les jeunes danseurs à qui elle donnait cours étaient là et elle les adorait. Alors, elle a continué à les donner cours et grâce à ça, elle s'en est sortie. Bien sûr, il y avait aussi son entourage qui l'a aidée à s'en sortir. Aujourd'hui, Émilie n'est pas encore en accord à 100% avec elle, mais il faut se rappeler que la danse a été son refuge pendant toutes ces années de souffrance. C'est comme, par exemple, Joséphine Baker, qui, elle, a même écrit un livre sur son histoire de comment la danse lui a sauvé la vie alors qu'elle revendiquait les droits de l'homme. Est-ce que, pour vous aussi, il y a une chose qui paraîtrait anodine qui vous a aidé à vous en sortir ? Vous allez peut-être me demander comment la danse peut-elle être perçue comme un art ou encore une façon de communiquer ? Eh bien, tous les danseurs vous diront que grâce à la danse, ils ont réussi à s'ouvrir, à communiquer avec les autres. Quand ils sont dans l'improvisation, par exemple, ils laissent sortir des mouvements incroyables qui sortent de leur cœur ou de leur pensée. Grâce à celle-ci, ils ont réussi à s'ouvrir. Alors bien sûr, la danse est un art. Quand vous allez voir des ballets, par exemple, ils se font dans des grands théâtres, comme par exemple l'Opéra de Paris ou encore celui de Londres. Pour pouvoir exercer des spectacles dans ces grands théâtres, il faut quand même être reconnu comme un art. Elle l'est aussi, car elle raconte des histoires singulières, elle transmet des émotions profondes et tisse des liens entre les cultures, parce qu'on n'a pas spécialement besoin de parler la même langue pour pouvoir danser ensemble. Finalement, c'est une force qui unit, une force qui entraîne des dialogues de corps à corps ou d'âme à âme. Tout ce que je raconte est ridicule, n'est-ce pas ? Peut-être que pour vous, la danse n'est rien qu'une chose banale. Mais savez-vous vraiment ce que la danse apporte dans le quotidien d'une personne ? Alors déjà, vu que c'est un sport, elle apporte la condition physique. Elle renforce nos muscles et notre liberté. Et notre mobilité, pardon. La danse libère aussi des hormones qui procurent le bonheur. Donc quand on danse, on se sent bien et on est heureux.
Elle permet aussi de lâcher prise, ce qui permet de laisser de côté tous nos petits soucis du quotidien. Aussi, pour les personnes atteintes de maladies comme la Parkinson, par exemple, la danse est considérée comme un remède. Enfin, je vais vous parler d'un dernier bienfait qui est l'aspect social. La danse permet de renforcer nos liens sociaux, nos liens de groupe. Quand on danse en groupe, on s'ouvre aux autres, on est à l'aise avec eux. Parfois même, il nous arrive de faire des figures par groupe, donc ça permet aussi de renforcer le contact physique. Et pour conclure, mesdames et messieurs, c'est pour toutes ces raisons que la danse peut être reconnue comme un art et que nous pouvons reconnaître ses bienfaits. Alors venez, danser. Bravo Zoé pour cette précision presque militaire, ou presque de danseuse. Et je te rassure, ce que tu racontes n'est absolument pas ridicule. Alors, on va passer à notre troisième candidat. Le troisième candidat, c'est Noé Hainaut. Noé Hainaut, qui nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert. Sa professeure référente, c'est Élodie Ponsin. Et Noé, tu vas nous parler de l'impact des humains sur la biodiversité marine. À toi. Mesdames et messieurs, cher public, cher jury, bonjour. Je suis Noé Hainaut de l'école de Saint-Hubert et me voilà devant vous dans le but de vous parler de l'impact des hommes sur la biodiversité marine, essentielle à notre monde, mais que pourtant nous malmenons, voire détruisons. Tout d'abord, il importe que je définisse ce qu'est la biodiversité. La biodiversité constitue la richesse naturelle de la Terre et fournit des éléments essentiels à la vie. Malheureusement, les océans et les mers, ainsi que leur biodiversité, sont menacés chaque jour par la pollution humaine qui ne cesse d'augmenter. Cette pollution vient de la navigation, l'introduction d'espèces invasives, la destruction d'habitats naturels et plein d'autres encore que je ne pourrais pas citer. Tout ça détruit de nombreux écosystèmes et nous impacte nous aussi. Vous le savez certainement, les mers et océans couvrent 70% de la Terre et présentent des habitats qui sont riches et extrêmement variés, allant des eaux côtières peu profondes aux fosses abyssales représentant un important réservoir de biodiversité. Beaucoup d'espèces sont indispensables au bien-être des humains, comme les poissons et les invertébrés marins, qui sont parmi les dernières sources de nourriture sauvage sur la planète. Et vous l'aurez compris, nous sommes en train de détruire ces ressources. Ensuite, la biodiversité marine est attaquée par l'érosion de la biodiversité. Mais qu'est-ce que l'érosion de la biodiversité ? Eh bien, c'est l'augmentation du taux d'extinction d'espèces. Le changement climatique ne fait qu'aggraver ce problème et l'exploitation des océans a sérieusement dégradé la biodiversité marine. Plus de la moitié de la population vit aujourd'hui à moins de 60 km des côtes qui bordent les océans et les mers. Cette menace sur les habitats et la biodiversité peut avoir des conséquences importantes au niveau social, économique et biologique. Tout ça amène à l'extinction d'espèces et de populations. Cela est affreux, terrible et dangereux. La Manche et la mer du Nord sont d'une richesse impressionnante d'espèces vivantes et malgré cela, elles sont aussi un espace maritime où les conflits d'intérêts sont aggravés. La Manche est une véritable autoroute de la mer avec un transit annuel de millions de tonnes de produits dangereux, dont 85% d'hydrocarbures. De nombreux grands fleuves comme la Seine, l'Elbe, le Rhin ou encore la Tamise y déversent leurs eaux douces renfermant des polluants divers. Aujourd'hui, avec les mangroves, les récifs coralliens font partie des habitats marins les plus menacés. On estime que 40% des récifs coralliens sont significativement endommagés et on observe de plus en plus de blanchiment au niveau des coraux. Aujourd'hui, les animaux sauvages représentent seulement 2% de la totalité des animaux, incluant les humains. 2%, c'est juste incroyable. À propos de la pollution marine, les activités humaines sont responsables de l'introduction dans le milieu marin d'un grand nombre de substances. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, 80% des pollutions marines sont d'origine terrestre ou anthropique, c'est-à-dire provoquées par l'homme. Par exemple,
300 000 tonnes de munitions non explosées sont au fond de la mer Baltique, comme des grenades, des mines, des bombes, ainsi que des agents chimiques. Ces munitions ont été abandonnées à la suite des 2 guerres mondiales. Ces armes au fond de la mer laissent échapper lentement des produits chimiques toxiques. La mer Baltique est l'une des mers les plus polluées du monde. Pour finir, on dit aujourd'hui qu'un nouveau continent s'est créé. Une étude publiée en 2018 montre que ce continent flottant s'étale sur une surface équivalente à 3 fois celle de la France. Vous vous rendez compte ? Ce 7e continent de plastique occupe 1,6 million de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique. C'est effroyable. En conclusion, mesdames et messieurs, la population humaine augmente de plus en plus chaque année, avec pour conséquence un accroissement des pressions sur le littoral et sur les écosystèmes marins. Les océans sont grands et possèdent une énorme réserve de biodiversité que nous devons garder pour survivre. Alors, que pouvons-nous faire ? Il faut diminuer les échanges maritimes ainsi que les déchets chimiques jetés dans nos océans. Nous devons, mesdames et messieurs, lutter contre tous les problèmes liés à la destruction des écosystèmes marins. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Noé pour ce constat extrêmement clair et en même temps très alarmant. Je pense que ça fait du bien de marteler ton message et ça ferait du bien que de nombreuses personnes l'entendent un peu plus. Alors, la prochaine candidate, c'est Maya Timmers. Maya Timmers, qui nous vient également de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, professeure référente Élodie Blassin. Et Maya, tu vas nous parler des transports en commun. Oui, effectivement. Alors bonsoir à tous. Je suis la fille de la quiche aux insectes de l'année dernière, pour ceux qui se rappellent. Je vois d'ailleurs que vous en vendez encore cette année. Vous n'avez pas peur que je refasse chuter vos ventes ? Mais passons au concret. Comment êtes-vous venu ici ? Vous avez peut-être même pas dû songer à cette question, tellement la réponse vous a peut-être semblé simple, évidente, logique même. Eh bien, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Personnellement, je suis très dépendante d'autrui pour me déplacer, n'ayant pas encore mon permis. Et même si, admettons qu'avoir son permis à 17 ans soit possible, je n'aurai bien sûr pas encore les moyens de me procurer une voiture. J'ai dû, pour me tenir devant vous aujourd'hui ce soir, tenir compte de beaucoup de variables. Est-ce qu'il est possible de prendre le bus depuis l'école pour arriver à Jemelle ? Et où est l'arrêt le plus proche ? Il faut que je regarde sur Google Street View pour connaître le chemin. Sur le TEC aussi. Ah, je vais arriver beaucoup trop tôt. Il gèlera probablement, on est en janvier. Il me faut trouver un endroit où rester en attendant. La bibliothèque peut-être ? Elle ferme beaucoup trop tôt. Bon, je ne vois qu'une solution. Je vais supplier les parents de Léa de me prendre avec. Gênant, mais bon, nécessaire. Allô Léa ? Oui, ce serait pour vendredi, pour le concours d'éloquence. Ah non, toi aussi tu n'as pas de solution ? Ah, bon, je te tiens au courant alors si j'en trouve une. Oui. Non, mon père il travaille tard et puis il part au karaté après. Ma mère, je t'ai déjà dit qu'elle n'avait pas le permis. Pourquoi ? Elle n'a jamais voulu le passer à cause de ce qui est arrivé à mon papy. Je te l'ai déjà dit pourtant. Il a eu une rencontre en voiture un peu trop rapprochée avec les transports en commun. Sur les rails, oui. Le 160 de Béjemel ? Oui, j'ai vu, il est pas super, non ? Et même, il n'y a pas grand-chose à Jemelle. Ouais, non, il n'y a que dalle. Bon, je te laisse, je vais continuer de trouver une solution. Bref, autant vous dire que prendre les transports en commun n'est pas un réflexe pour beaucoup. Météo, grève, retard, manque de chauffeurs, travaux, nombreuses sont les raisons pour essayer d'éviter de les prendre. Tellement en commun, c'est peut-être ça, mais qu'a-t-on en commun ? Avec qui ? Surtout que pour moi, cette idée est un peu floue. Ce commun, il n'est apparemment pas pour tout le monde. Rappelez-vous des Jeux paralympiques de Paris. Oui, je sors des frontières de la Belgique, le problème est international de toute façon. En gros, les para-athlètes eux-mêmes ne savaient pas se rendre aux Jeux olympiques car ils souffraient du manque d'accessibilité de ces transports. Alors, nous n'aurons jamais eu de Jeux s'ils n'avaient pas su se débrouiller. Mais il y a des points positifs aussi, je ne vais quand même pas râler pendant 6 minutes devant vous, ce serait horrible. L'ambiance, elle est incroyable, non, dans le bus ?
Je me rappelle qu'en deuxième, pendant la session d'examen de Noël, on avait eu droit à un vieux bus, un peu ambiance Halloween. Il y faisait noir, ça craquait, et il y avait de l'eau qui rentrait le long des vitres parce qu'il pleuvait dehors, ce qui n'explique toujours pas la présence d'eau à l'intérieur du bus, mais bon. Ça rentrait même par le toit, par les issues de secours qui étaient bloquées en bâton. Non plus sans raison évidente. Dites-vous que c'est dans cette ambiance-là qu'avec capuche et lampe de poche, on essayait d'étudier. Parce que oui, pour les profs dans la salle ce soir, les synthèses se font la veille et sont étudiées le matin même, dans le bus. Oula. Une autre anecdote, en deuxième également, à cause du Covid, il fallait rentrer à l'arrière du bus. Il y avait une bâche qui nous séparait du chauffeur de cette raison. Une personne pour ne pas tous devoir se faufiler vers l'avant et incommoder tout le monde, on avait désigné une personne à chaque fois qui irait scanner tous les abonnements pour tout le monde. Donc il s'avançait avec toute la pile. C'est comme ça que la veille de la rentrée en troisième, je me suis rendu compte que j'avais toujours celui d'une amie en poche. Et heureusement, pendant cette période-là, il n'y avait pas de contrôleur. Parce que, saviez-vous qu'être en possession du titre de transport d'autrui monte à 300 €? 300 €, c'est un peu énorme. Ce n'est même pas le prix de l'abonnement. Imaginez que ce soit votre enfant, cet enfant, qui s'avance avec cette pile de 90 abonnements. Bon, à part l'ambiance, qu'y a-t-il comme autre point positif? Je dirais que les transports en commun nous obligent à être autonomes en cas de pépin. Prévoyant aussi, à toujours avoir un plan B. Méfiant aussi, ne jamais partir du principe que le bus passe, parce que ce n'est clairement pas toujours le cas. Et bien sûr, le climat. Ah oui, et le TEG retourne facilement les objets perdus. Je l'ai découvert quand j'avais un Nokia 3310 à l'époque. Ouais. Je l'ai récupéré le matin même dans le bus par le chauffeur à ma très très grande joie. En somme, le retard et autres, on n'y changera pas grand-chose. Mais le manque d'accessibilité dans les transports en commun, ça oui. Pour le reste, ce ne sont que de beaux souvenirs et une incroyable aventure à raconter. Comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. C'était Mayam Timmers de Saint-Hubert. Merci beaucoup. Merci Maya. Ainsi donc, quand j'étais étudiant et que je prenais le train pour aller jusqu'à Bruxelles, je vois que ça n'a absolument pas changé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train. Nous annonçons que notre train aura 4 à 5 heures de retard, comme à chaque fois. Alors, la prochaine candidate qui vient également de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, c'est Margot Adam. Dont la professeure responsable est également Élodie Ponsin. Et Margot, tu vas nous parler... ça c'est bien. La procrastination est-elle une vertu? Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler ce soir d'un sujet que nous connaissons tous, ne nous voilons pas la face, j'ai nommé la procrastination. Je vais explorer non seulement les aspects négatifs, mais aussi essayer de répondre à la question suivante. La procrastination peut-elle parfois être considérée comme une vertu? Pour ce faire, j'aborderai les raisons qui expliquent ce phénomène et nous verrons si dans certaines situations, elle peut se révéler bénéfique. Ainsi, laissez-moi vous emmener à travers une réflexion sur la procrastination, une habitude souvent mal comprise, mais qui mérite une attention plus approfondie. La procrastination est l'habitude de repousser à plus tard des tâches qui pourraient être accomplies immédiatement. Comme par exemple, quand une série vous appelle et vous empêche de faire votre dissertation. Ou quand vous laissez s'accumuler le linge sale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun vêtement propre dans votre armoire. Je comprends donc maintenant pourquoi la mienne est vide. Enfin bon, qu'en est-il de ces inconvénients? Tout d'abord, beaucoup de gens l'aperçoivent comme un défaut, car elle montre un manque de rigueur, de discipline et d'organisation. Cela peut causer plusieurs problèmes, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Par exemple, quand on procrastine, on finit souvent par accumuler du retard. Les tâches se cumulent et il devient difficile de tout gérer. Cela peut entraîner du stress, car on se retrouve souvent sous pression pour tout faire rapidement, parfois de manière bâclée. À cela s'ajoute un sentiment de culpabilité lié à notre incapacité à agir de manière procrative.
Ce mélange de stress et de culpabilité peut rapidement nourrir un cercle vicieux où l'évitement des tâches conduit à l'autocritique, rendant encore plus difficile l'arrêt de ce comportement. De plus, procrastiner peut donner une mauvaise impression aux autres. Si quelqu'un remet toujours à plus tard, il peut être vu comme peu fiable ou paresseux. Enfin, procrastiner est souvent associé à une incapacité à résister à la tentation de céder à des distractions plus agréables, comme regarder une série ou naviguer sur les réseaux sociaux, au lieu de se concentrer sur des obligations non amusantes. À l'inverse, la procrastination peut se révéler bénéfique dans certaines situations. Lorsqu'elle est utilisée consciemment, elle peut offrir un temps de réflexion, stimuler la créativité et même contribuer à une meilleure gestion des priorités. Cela montre qu'elle n'est pas systématiquement un défaut, mais peut, dans certains contextes, être une stratégie efficace pour atteindre ses objectifs. Certaines personnes remarquent qu'elles sont plus créatives lorsqu'elles travaillent sous pression, et la procrastination peut y contribuer de manière surprenante. Par exemple, un écrivain, face à l'approche d'une échéance, trouve parfois une inspiration inattendue grâce au stress positif. En même temps, ce délai peut nous aider à mieux identifier les tâches qui comptent vraiment. En reportant certaines actions, on se rend souvent compte de celles qui méritent notre énergie, tout en écartant celles qui sont moins importantes. Ainsi, la procrastination, loin d'être uniquement une perte de temps, peut devenir un outil utile pour se concentrer sur l'essentiel et laisser place à la créativité du moment opportun. Léonard de Vinci lui-même avouait « Les hommes de génie accomplissent parfois davantage en rêvassant qu'en s'appliquant activement ». Évidemment, quand c'est lui, c'est du génie, mais moi, quand je procrastine, on dit que c'est de la paresse. Tout est une question de réputation, visiblement. En conclusion, la procrastination est une habitude complexe, souvent perçue comme un défaut, car elle reflète un manque de discipline et peut entraîner du stress, du retard et une mauvaise image auprès des autres. Pourtant, elle n'est pas toujours négative. Dans certaines situations, elle peut être bénéfique. Elle permet de mieux réfléchir, de prioriser les tâches qui sont vraiment importantes et même de stimuler la créativité sous pression. Ce que nous pouvons retenir, mesdames et messieurs, c'est que tout dépend de la manière dont nous utilisons cette tendance. Procrastiner de manière excessive et incontrôlée peut nuire à notre efficacité et à notre bien-être. Mais si elle est utilisée avec modération et intention, la procrastination peut devenir un outil pour mieux gérer notre temps, réduire les tâches inutiles et tirer le meilleur parti de notre créativité. Ainsi, pour répondre à ma question de départ qui était « La procrastination peut-elle être perçue comme une vertu ?» je répondrai que, loin d'être seulement un défaut, la procrastination peut en effet parfois être une vertu, à condition d'en faire un usage réfléchi et constructif. Et si je ne vous ai pas convaincu, eh bien réfléchissez-y demain. Merci de votre attention. C'était Margot Adam. Bravo Margot. Je pense qu'on te dira demain ce qu'on en a pensé. Enfin, on espère que le jury est quand même moins procrastinateur. Alors, notre prochaine candidate, c'est Angèle Saladin. Bravo Angèle, on l'applaudit. Angèle nous vient de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beaurain, professeure référente Doris Dumbruch. Et Angèle, tu vas nous parler... Je l'ai encore mal prononcé, c'est ça? Non, ça va? Okay. Ouais. Donc, Angèle, tu vas nous parler de la violence. Bonjour à tous, je m'appelle Angèle Saladin et je suis très heureuse d'être ici devant vous pour pouvoir m'exprimer. Mourir ou vivre, haïr ou aimer, ignorer ou savoir. Nous avons toujours le choix. Chaque individu, devant une situation difficile, doit décider. Agir avec raison ou céder à la violence. Ce choix, mesdames et messieurs, est loin d'être anodin. Il reflète nos propres valeurs, notre humanité. La violence, qu'elle soit psychologique, verbale ou physique, a toujours existé partout dans le monde. Des événements mondiaux comme la guerre en Ukraine et à Gaza, le racisme, en passant par le harcèlement scolaire et les violences urbaines dans certains quartiers, nous montrent que la violence persiste dans toutes les sphères de la société. À l'école, au travail, en famille et même en couple.
Ces faits soulèvent en moi des questions fondamentales. Pourquoi, dans un monde censé être civilisé, continuons-nous à recourir à la violence ? Pour ma part, je suis convaincue que la violence est l'arme des faibles, le dernier recours des désespérés. Bien qu'elle puisse sembler inévitable dans certaines situations, la violence n'est jamais une fatalité. Tout d'abord, la violence, par définition, est l'usage excessif de la force. Elle laisse derrière elle les corps marqués et les esprits brisés. Son empreinte, parfois invisible, est pourtant dévastatrice. La violence n'est pas seulement une action, c'est une onde de choc qui continue de faire trembler bien après qu'elle ait éclaté. Certes, il arrive que les circonstances soient difficiles, que les tensions soient extrêmes, mais c'est précisément dans ces moments-là que notre humanité doit se montrer plus forte que la brutalité. Prenons pour exemple les manifestations du mouvement Black Lives Matter en 2020. Des représentants des forces sur les lieux ont utilisé des moyens disproportionnés, tirant des balles en caoutchouc ou lançant des bombes lacrymogènes sur des manifestants non armés. Cette réponse excessive n'a fait qu'attirer la colère des foules, transformant le rassemblement pacifique en émeute. La violence ne fait qu'aggraver les problèmes, évidemment. La force brutale ne convainc pas. Elle ne sert qu'à soumettre et humilier. De plus, comme l'a dit Eschyle, la violence engendre la violence. Loin d'être un remède, elle crée une spirale infernale. Ceux qui en sont victimes tentent à leur tour à reproduire ce qu'ils ont vécu. C'est là toute la tragédie. Un conflit engendre un autre conflit. Combien de guerres ont été déclenchées par des représailles ? Combien de vies ont été perdues en raison de blessures non cicatrisées ? Au Moyen-Orient, chaque attaque terroriste en déclenche des représailles. Chaque réplique nourrit la haine. Et le cycle se poursuit, implacable, sans fin. La violence n'apporte jamais la paix permanente. Elle ne laisse que destruction et traumatisme sur son passage. Enfin, j'admets qu'il est tentant de rendre justice à ceux qui nous ont blessés. Un mal pour un mal, dit-on. Mais mesdames et messieurs, choisir l'agressivité, c'est renier notre humanité. La violence, en ce sens, nous ramène à un état plus primitif, où la raison se fait écraser par les pulsions. Qui ici pourrait prétendre n'avoir jamais ressenti colère ou frustration ? Ces émotions nous appartiennent, elles sont humaines. Mais choisir de les libérer par des actes de violence, c'est oublier que notre humanité repose sur notre capacité à comprendre, à pardonner et à réparer. Pour moi, l'exemple parfait s'illustre avec Nelson Mandela, qui, après 27 ans d'emprisonnement, a choisi la réconciliation plutôt que la revanche. Sa décision a permis à toute l'Afrique du Sud d'abolir l'apartheid sans sombrer dans la guerre civile. Ce choix pacifique a forgé un avenir meilleur pour toute une nation. Nous aussi, choisissons l'intelligence plutôt que la violence, la bonté plutôt que la rancœur, pour bâtir un monde meilleur. En conclusion, chaque fois qu'un conflit se présente, nous avons le choix entre la violence et la paix. La violence n'a jamais été une solution. Elle crée des cycles destructeurs, elle dépasse le simple usage de la force et réduit notre humanité. Cependant, des alternatives existent, illustrées par des leaders et des peuples qui ont su privilégier le dialogue et le pardon. Ne laissons pas la violence guider nos actes. Battons-nous pour aider ceux qui font face, qu'ils soient agresseurs ou victimes. Tous ont besoin d'aide. Faisons le choix de construire un monde de bienveillance plutôt que de maltraitance. Merci. Merci à toi, Angèle. Il y a un vieux monsieur à la peau orange aux États-Unis qui aurait peut-être bien besoin de recevoir ton texte. Tu ne veux pas lui envoyer par hasard? Alors, on continue avec Keira Vigneron. On l'applaudit bien fort. Keira qui vient de l'Institut Notre-Dame, décidément je vais le faire à chaque fois, du Sacré-Cœur de Beaurain. Professeur Doris Dumbruch, je le dis
Très bien. Et alors, tu vas nous parler de quelque chose, je pense, qui nous ferait du bien à tous pour l'instant, c'est le voyage. Bonjour, je m'appelle Keira Vigneron et je suis élève à l'INDSC à Borin. Il y a de cela quelques années, je n'aurais jamais pu me tenir comme ça devant vous, car dès que je devais prendre la parole devant un public, ne serait-ce qu'une classe, j'étais prise de panique et je perdais le contrôle. Alors je pense pouvoir être fière de ce que j'accomplis aujourd'hui. Voyager, l'essence même de la plupart des êtres humains. Fuir la réalité à l'autre bout du monde ou découvrir de nouveaux horizons en prenant l'avion. Mais une question se pose alors. À partir de quel moment sait-on que l'on voyage vraiment? Après tout, se rendre dans la ville proche de chez soi, pour une quelconque raison, ne serait pas une manière de voyager? De partir à l'aventure? Certes, je vous l'accorde, cette perspective de voyage proche de chez soi ne fait pas forcément rêver. Et pourtant, elle possède de nombreux avantages qui méritent réflexion. Et vous pourriez même vous surprendre à rêver d'un voyage à moins de 50 km de chez vous à la suite de ce discours. Premièrement, de nombreuses personnes n'ont malheureusement pas accès à ces voyages loin, tout simplement parce qu'ils sont trop coûteux. Ne serait-ce que l'avion, qui coûte déjà de très grosses sommes, mais il faut aussi compter le logement et la nourriture. Ce n'est pas tout. Ces voyages sont généralement rythmés de petites activités extra qui rendent les vacances encore plus plaisantes. Mais malheureusement, chacune de ces activités ont un coût. Bien sûr, vous me direz sans doute qu'il existe certaines alternatives qui permettent de réduire efficacement le prix de ces voyages, pour le logement ou pour les activités. Mais entendons-nous bien, cela ne réduit pas les dépenses de zéro. Alors que, si vous partez proche de chez vous, dans votre région, que vous ne prenez pas l'avion, cela réduit nettement les prix des transports. De plus, je suis certaine que dans votre région, il existe de nombreux endroits qui vous sont totalement inconnus et qui pourtant méritent le détour. Prenons un exemple pour illustrer mes propos. Il existe de nombreux sites internet qui permettent de trouver des activités à faire proche de chez soi, dans sa région. J'ai fait le test pour vous avec la ville de Rochefort. Et voici déjà plusieurs endroits particulièrement intéressants à quelques kilomètres seulement de cette ville. J'ai trouvé le domaine provincial de Cheveteugne, peut-être connu pour la plupart d'entre vous, mais qui reste une merveille pour les enfants comme pour les adultes. On retrouve aussi les grottes de Han, qui attirent tous les ans des milliers de touristes curieux de la beauté naturelle de ces grottes. Si l'on élargit encore notre zone de recherche, à la Belgique par exemple, je suis certaine que nombreux d'entre vous n'ont jamais visité la plupart des merveilleuses villes dont est composé notre beau pays. Je pense notamment à Bruges, à Gand ou même à Malines. Nous avons également la chance d'habiter dans une zone très boisée, ce qui permet des balades dans la nature. De plus, la nature change à chaque saison, donc vous ne verrez jamais les mêmes choses. Enfin, le plus important de ces voyages, ce sont les personnes avec qui l'on part. Alors est-ce vraiment important de partir chaque fois très loin pour simplement passer un moment ensemble ? Toutefois, je ne suis pas contre un voyage de temps en temps, ne serait-ce qu'en Amérique ou en Australie, mais prendre quelques tentes et aller camper dans un camping à quelques kilomètres de chez soi peut être tout aussi fun et ressourçant. Alors pensez-y. En conclusion, je dirais que ces voyages proches de chez soi, dans sa région, ont de nombreux avantages. Ils permettent des économies, la découverte ou redécouverte de sa région et les plaisirs simples de moments partagés. Peut-être existe-t-il des endroits exceptionnels proches de chez vous que vous n'auriez même pas remarqués par manque de curiosité. Alors ouvrez les yeux, regardez proche de chez vous, autour de vous. Vous risqueriez d'être surpris. Merci. Merci beaucoup, Keira.
Alors je sais pas vous, mais moi, dimanche, ça m'a juste donné envie d'une chose, c'est d'aller faire un tour dans les bois. Alors, on continue. La prochaine candidate, ce sera Juliette Lecoq, qu'on applaudit très très fort. Juliette Lecoq qui nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, professeure référente Élodie Ponsin. Et Juliette, tu vas nous parler de l'injustice. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, bonsoir. Je ne participe pas aujourd'hui à ce concours parce que j'aime particulièrement les mots ou la compétition, mais parce que j'ai des choses à dire. Après tout, qui n'en a pas? Qui n'a jamais eu à retenir des propos, lesquels vont s'entasser là, au creux de notre gorge, s'agglutinant au risque d'étouffer en un déluge de dire tu, de dire enfouis. Mais moi, je ne veux plus les refouler. J'en ai assez des chasser, de les rejeter, ces pensées. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais parler, puisque je suis là pour ça, après tout. Je vais parler sans m'arrêter, sans être coupée pour changer, sans m'apitoyer. Ça non, j'ai bien compris que ça ne servait à rien. Personne ne va se bouger pour moi, personne ne va se bouger pour nous. Car la voilà la terrible vérité. Je suis une femme, ou plutôt je ne suis qu'une femme. Oui, j'appartiens à ce deuxième sexe, celui qui pendant longtemps était considéré comme inférieur au premier, à savoir les hommes, et qu'il est encore dans une trop grande partie du monde. Voyez-vous, encore aujourd'hui, des femmes sont privées de droits fondamentaux, de droits élémentaires de la personne parce qu'elles sont des femmes. Quelle justification, n'est-ce pas? Nous sommes moins que vous. Nous sommes des poupées fragiles, malléables, qu'on peut priver de liberté en tout genre, telles que la parole, la sexualité, le droit à l'éducation ou le choix vestimentaire. Qu'on peut priver de vivre, tout simplement, à travers le féminicide notamment. Nous sommes des êtres vivants qu'on peut brûler, humilier, violer, priver, asservir, opprimer, battre, mutiler, contraindre, dominer, posséder, des êtres qu'on peut rendre honteux d'être nés de leur sexe. Comme si on l'avait choisi. Comme si je l'avais voulu, moi, d'être née avec une paire de boules dans ma cavité pelvienne et non entre mes jambes. Des années que j'ai répugné être une fille. Souvent de fois, je me disais être née dans le mauvais corps tant je débordais de cette case dans laquelle on voulait m'enfermer. Mais la véritable honte, ce n'était pas mon sexe, non. C'était ce maudit patriarcat qui nous empêche d'être bien dans notre corps. Car oui, nous ne sommes pas donnés aux hommes pour que nous fassions des enfants. Nous ne sommes pas leur propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Ce qu'affirmait cependant Napoléon Bonaparte. Vous me direz que nous ne sommes plus au XIXe siècle, que les choses ont évolué depuis, mais est-ce vraiment le cas? Notre corps nous appartient-il pleinement? Si pour certains cela devrait être une évidence, pour d'autres c'est encore totalement illogique, totalement irrationnel. Effectivement, encore aujourd'hui, des personnes pensent que notre corps, que notre vie ne résulte et ne dépendent pas de notre volonté. Peut-être avez-vous même entendu parler d'un certain sexiste, pour ne pas citer son nom, ne méritant pas d'être évoqué, qui proclamait prétentieusement que les hommes allaient prochainement nous contrôler, et ce totalement. Il a été jusqu'à déformer le slogan féministe « My body, my choice » en déclarant « Your bodies, my choice ». 2 siècles d'écart et le même besoin tordu de dénigrer les femmes, de vouloir nous contrôler. Alors, mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, je vous le demande. Comment peut-on encore tolérer cela aujourd'hui? Comment se fait-il que des fous pareils vivent tranquillement parmi nous, proférant leurs propos dénigrants? Dites-moi comment dois-je expliquer cela à mes petites sœurs? Comment les professeurs doivent expliquer cela à leurs élèves? À cette petite fille qui ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal pour être traitée de la sorte? Comment lui dire que le véritable mal dans cette histoire sont en réalité ces hommes décomplexés? C'est mal. Comment le comprendra-t-elle, cette petite fille à qui on apprend que non, il ne faut pas mettre de « e » à la fin de ce mot puisque le masculin l'emporte toujours? Comment voulez-vous qu'on évolue en continuant de transmettre des valeurs inégales? Comment voulez-vous qu'on évolue en continuant d'invisibiliser les femmes? Comment voulez-vous qu'on évolue si la moitié de la population est traitée si injustement, dénigrée de la sorte sans qu'on y trouve quoi que ce soit à y redire, sans qu'on y fasse quoi que ce soit? Des femmes se sont battues pour qu'on ait les droits qu'on a aujourd'hui. Pour qu'on ne soit plus traités comme des victimes fragiles devant être protégées alors que la seule chose fragile dans cette histoire sont nos droits. Pour qu'on ait accès à ces choses qui nous étaient autrefois interdites. Pour qu'on puisse avoir accès aux mêmes opportunités, aux mêmes choix et envies que les hommes.
Oui, elles se sont défendues, elles se sont débattues, elles ont lutté contre cette société qui voulait les opprimer, et ce par elles-mêmes. Elles en sont mortes aussi. Malgré les apparences, leur travail n'est pas fini. Ici en Belgique, mais aussi en dehors de notre continent, il faut se rendre à l'évidence, les choses n'avancent pas vite quand elles ne reculent pas. Car oui, on en a gagné des droits, mais en ce temps de régression, on en perd. Il faut continuer de militer, de lutter. Il faut se rassembler et se mobiliser pour enfin atteindre l'émancipation de la femme. Pour instaurer et restaurer nos droits, les rendre inaliénables et surtout les universaliser. Jusqu'à ce que plus aucune femme ne soit honteuse de son sexe. Jusqu'à ce qu'on soit fiers d'être des femmes, fiers de notre passé, du combat de nos ancêtres. Jusqu'à ce que plus aucune enfant ne soit honteuse d'être une fille. Jusqu'à ce que plus aucun enfant ne soit honteux. Car oui, ce n'est plus un secret, le sexisme touche aussi les garçons, les hommes. Parce que certains ne veulent pas être associés à nous, ce qui peut être compréhensible. Ils savent que nous sommes traités inférieurement et trouvent donc cela dégradant d'être associés à nous, aux femmes. Parce qu'ils se font juger, taquiner et ridiculiser. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, les préjugés nous ont tous imprégnés, et ce bien même malgré nous. Il est temps de les déconstruire ensemble afin de stopper cette injustice. Merci pour votre attention. Bravo, bravo. Bravo et merci beaucoup pour ce texte magnifique, Juliette. Je vous propose, là, comme on vient déjà d'avoir 8 candidats et 8 candidates, de faire une petite pause. Désolé pour ceux qui ne sont pas encore passés, mais on va prendre le temps d'aller boire un petit verre, de manger un petit bout, de déstresser un petit peu si jamais, et on se retrouve d'ici 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. À tout de suite. Alors, avant de continuer avec notre prochaine candidate, je propose juste de ressentir encore un tout petit peu l'ambiance de la salle pour voir si on est encore dans de bonnes conditions. Là, est-ce que tout le monde va bien? Oui, oui. Voilà. C'est bien, parfait. Je compte sur vous pour continuer les applaudissements comme ça pour tous les candidats et toutes les candidates. Alors, notre prochaine candidate, ce sera Léa Detré, qu'on applaudit très fort. Léa, qui nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, avec la professeure référente qui est Élodie Poncin. Et Léa, tu vas nous parler de la phobie scolaire. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Léa Detré, j'ai 17 ans et je suis à l'école de Saint-Hubert. Et justement, parlons-en de l'école. Parlons de l'état de certains à cause de celle-ci. Parlons de phobie scolaire. La phobie scolaire, que l'on appelle également refus scolaire anxieux, RAS, englobe l'ensemble des troubles anxieux ou affectifs. C'est un phénomène encore peu connu qui touche de nombreux enfants et adolescents. Comme le nom l'indique, c'est une peur de l'école, mais dans les faits, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas une forme de paresse, mais une réelle souffrance, dont les impacts ne sont pas uniquement psychologiques, mais aussi physiques. Elle se manifeste par un réel mal-être vis-à-vis de l'école. Les symptômes peuvent être des maux de tête constants, des maux de ventre, des nausées, des crises d'angoisse, un système immunitaire plus faible et bien plus encore. Si elle n'est pas prise en charge correctement, elle peut mener l'élève à ne plus être capable de ne serait-ce qu'entrer dans l'enceinte de l'école. Vous rendez-vous compte ? C'est un problème qui est trop peu compris car beaucoup pensent que c'est juste l'élève qui est fainéant, que celui-ci veut simplement rester à la maison. Le jeune ne veut pas rester à la maison pour rester à la maison. Il veut rester à la maison pour ne pas aller à l'école.
Les causes qui peuvent mener à la phobie scolaire sont diverses. L'exclusion sociale ou le harcèlement scolaire peuvent être des éléments déclencheurs, ainsi qu'un environnement familial inadéquat, tel qu'une pression excessive mise sur l'enfant, un divorce ou de nombreuses autres situations. Si l'environnement dans lequel on évolue n'est pas sain, les conséquences ne peuvent être que négatives. Il y a aussi la pression de la réussite scolaire, que l'élève se la mette seul ou via les professeurs ou l'école en elle-même. Les élèves les plus sensibles ou sujets à l'anxiété auront plus de risques d'en développer une que certains. L'impact de la phobie scolaire peut s'étendre sur le long terme. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne l'impression de s'en être remis que c'est forcément le cas. Ce problème peut en causer d'autres qui peuvent avoir un impact sur de nombreuses années. L'élève peut avoir une baisse d'estime de soi, une difficulté lors des interactions sociales. En effet, certains auront tendance à s'isoler et même après cette période de mal-être, le retour à la normale peut être compliqué pour une partie d'entre eux. Ils auront besoin de faire un travail sur eux-mêmes, accompagnés d'un professionnel, si possible, pour essayer d'aller mieux. Prenons l'exemple de mon amie à qui j'ai demandé de l'aide et l'explication de son histoire pour être sûre de bien aborder ce sujet. Elle a changé d'école pendant 1 an avant de retourner dans celle où tout avait commencé. Même en allant mieux, le problème reste là. C'est comme un petit démon qui se tient sur votre épaule pour vous chuchoter des pensées négatives à longueur de journée et vous rendre complètement malade. Ça ne vous lâche jamais vraiment. Pour régler ce problème, il est important d'en améliorer la compréhension. Alors je vous demande à vous, chers parents, voire peut-être même à vous, chers enseignants, d'essayer de ne pas tirer de conclusions hâtives par rapport à votre enfant ou votre élève. Une meilleure compréhension de cette problématique peut aider à la guérison. Chers parents, si votre enfant n'est atteint, soutenez-le. Dites-lui qu'il n'est pas seul et que vous le prenez au sérieux. Si l'enfant est d'accord, aller voir un professionnel peut l'aider à aller mieux, mais il ne faut pas le forcer. Il est important de sensibiliser tout le monde sur cette problématique, que chacun prenne conscience de l'entièreté du problème. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant que vous êtes sensibilisés à cette problématique, j'espère que vous y serez plus attentifs et que vous prendrez soin de tous ces jeunes qui en souffrent, que vous pourrez aider dans le futur à se reconstruire et à croire de nouveau en eux. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup Léa. J'espère effectivement que le message est bien passé. Alors, on va continuer avec notre prochain candidat qui s'appelle Marcel Feizeux-Domsch. On applaudit bien fort. Je vérifiais que je n'avais pas écorché son nom. Marcel, qui nous vient de l'Athénée Royal Meuse-Condrocinais et qui va nous parler de son autobiographie. À toi, Marcel. Bonsoir à tous. Me voici sur scène et j'arrive déjà à deviner toutes vos pensées. Ça change. Pas originaire de Jemelle, celui-là. Champion de basket. Quel sourire. Afro-américain, africain, réfugié peut-être. Alors autant tout clarifier tout de suite. Je suis belge, oui belge, amateur de frites sauce andalouse, pas de mayonnaise, merci. Je m'efforce de parler le français du mieux que je peux et je parle anglais couramment. Quand vous, petit, demandez à votre maîtresse, Madame Julie, est-ce que je peux colorer en bleu? Moi, dans ma petite section du côté de Brooklyn, je disais, Miss Julie, can I color in blue? Oui, moi c'est Marcel Domché et je vais vous faire part de mon autobiographie. Mais ne paniquez pas, je ne vais pas tout vous raconter. On dit que l'universalité et mon village sont les murs, donc quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Je suis né le 5 novembre 2005 à Mount Sinai Hospital, à Manhattan. Mon père Moïse est afro-américain et ma mère Thérèse est camerounaise et belge à présent. J'ai grandi dans 3 continents différents, ce qui me donne un CV géographique assez impressionnant pour mon âge. Passer de l'Amérique au Cameroun, puis à la Belgique, je vais vous le dire franchement, ce n'est pas de tout repos. Mais voyager dans plusieurs pays vous forge le caractère, vous apprenez très vite à vous adapter à différents systèmes scolaires ou à des mentalités, disons, surprenantes. Vous venez même à répondre à des questions du style « Mais toi, tu viens d'où en fait ?» Ma transition la plus marquante, vous pourriez croire que c'est mon départ des USA pour le Cameroun, mais non. C'est mon arrivée en Belgique qui a été, disons, du sport.
Imaginez-vous, première secondaire, vous approchez vos camarades pour entamer une discussion, et là, pour seule réponse, « Hein? T'as dit quoi? Je ne comprends rien. » C'est là que vous vous mettez à douter de tout, votre français, votre accent, et même votre existence. Heureusement, une prof passionnée d'anglais et mon option immersion m'ont sauvé la mise. Sinon, qui sait, je serais peut-être en train de traduire « Bonjour, ça va ?» Côté stéréotype, parlons-en. Vous savez, ces clichés, l'Afrique, c'est des cases, des maisons en paille, des tam-tams, des gens sympathiques mais pas très malins. Si je devais recevoir 1 euro pour à chaque fois que j'ai entendu ce type de cliché, je serais sur une île en train de bronzer et pas ici. Mais voilà, ces idées reçues existent encore et ça pique. Heureusement, mes parents m'ont appris à ne pas prêter attention à ce type de remarques. Ma mère disait souvent « Marcel, la bêtise ne mérite pas ton temps, donc avance ». Toni Morrison a écrit « L'exil apprend à se glisser entre les regards, à devenir une ombre dans la lumière des autres. Mais moi, je ne veux pas être une ombre, je suis ici pour briller, tout comme vous. » Avec le temps, j'ai évolué, mais il y a des choses que je supporte de moins en moins. Par exemple, les moqueries de certains camarades lors du cours de français quand on voit un personnage noir apparaître dans un film, ou encore le regard insistant de certains adultes quand on annonce un vol de téléphone. Mais le pire, c'est se faire arrêter un soir d'hiver par la police pendant ma course à pied parce que quelqu'un a signalé un noir qui rôdait. Un cannibale peut-être, qui sait. Je ne blâme pas que les gens. Le cinéma et les médias ont longtemps contribué à nourrir ces clichés. Heureusement, ça commence à changer. Aujourd'hui, les enfants ont plus de modèles qui leur ressemblent. Mais quand je pense au film Intouchable, qui était un chef-d'œuvre pour beaucoup, je ne peux m'efforcer de voir ces clichés du noir danseur, du noir voleur, du noir ignorant des arts, qui est présenté comme drôle. Omar Sy a lui-même évolué suite à ce rôle, en s'engageant dans des projets plus conscients comme Chocolat. Je ne demande pas qu'on supprime ce film, mais qu'on s'éduque pour que nous puissions tous repérer ce genre de stéréotypes. Rachid Benzen a écrit « L'exil, ce n'est pas seulement quitter une terre, c'est de quitter un monde de gestes, de voix et d'odeurs. » C'est vrai, mais je ne choisis pas la nostalgie et je préfère l'approche de Wajdi Mouawad. La question n'est pas d'où êtes-vous, mais où êtes-vous le mieux. Me tenir devant vous ce soir, partager mon histoire, c'est ma manière à moi de m'initier parmi vous. Je ne veux plus rester dans l'ombre, je vais être vu, entendu, et qui sait, votre regard a déjà peut-être changé sur moi. Alors, oui, je suis souriant, oui, je suis bien sapé, mais c'était une occasion spéciale ce soir, non? Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marcel pour ce très très beau discours. Et puis je suis dans ta team andalouse à mort. La mayonnaise, ça n'a aucun goût la mayonnaise. Alors, notre candidat suivant, ce sera Gary Depeau, qu'on applaudit très très fort. Gary qui vient de tout près puisqu'il vient de l'Institut Jean 23 de Jemelle avec sa professeure référente qui est Marie-Gabrielle. Et Gary, tu vas nous parler d'un sujet très compliqué. Peut-on imposer des limites à l'humour ? Bonjour à tous, je m'appelle Gary Depeau, je suis élève de Réto à l'Institut Jean 23 Rochefort-Jemelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'humour. L'humour est omniprésent et possède un pouvoir immense. Il est capable d'apaiser comme de blesser, d'inclure comme d'exclure. Il est rare qu'une discussion entre amis se déroule sans qu'un rire ne se fasse entendre, sauf quand la politique est abordée, bien sûr. Les haussements de voix et les débats passionnés seront bien plus fréquents que les éclats de rire. Souvent, le rire provient d'un petit bégaiement ou d'une anecdote de la veille, mais parfois, il peut être froid et offensant. L'humour est une arme à double tranchant, convaincante et humiliante. Il est
d'un côté de la lame un art subtil capable de rassembler le monde, et de l'autre une force capable de le séparer. L'humour est bien plus que du rire, et les gens l'oublient bien trop souvent. Mais où sont ses limites, s'il en a vraiment? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, a dit Pierre Desproges. Cette phrase, souvent utilisée comme une sorte de permis, avec lequel chacun peut dire ce qu'il veut, tant que les individus visés, que ce soit un groupe, une personne ou une ethnie, ne sont pas là pour y réagir. Elle justifie bien souvent des propos douteux. Loin de favoriser une quelconque liberté d'expression, cette célèbre citation ouvre la porte à une banalisation de l'indifférence morale. Cette liberté d'expression offerte est si importante, utilisée pour faire une énième blague sur les chambres à gaz ou un salut nazi, comme si c'était un simple jeu, au sein même de ma propre classe. Nous savons tous très bien ce qu'il s'est passé dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. On se donne le droit de faire ces blagues en oubliant que la plupart des victimes n'ont jamais eu l'occasion de témoigner de leur souffrance. Faire rire n'est pas une excuse pour ridiculiser une tragédie. C'est l'essence même de l'humour qui est insultée. Sa subtilité ne doit pas servir à la minimisation de l'histoire. Les notions d'humour et de liberté d'expression sont indissociables. Elles n'ont, en théorie, pas de limite. Mais en pratique, une frontière se dessine. Si certains propos racistes sont inacceptables lorsqu'ils sont exprimés sérieusement, pourquoi ne le seraient-ils pas si c'est pour faire rire? L'humour permet donc à tout le monde de véhiculer des idées normalement condamnées. Des simples paroles en l'air peuvent nourrir des préjugés, c'est certain, posant les bases d'une aversion envers ceux visés par ces propos. Peut-on justifier les blagues racistes, sexistes et homophobes sous le seul prétexte de la liberté d'expression? Le rôle de l'humour est de rassembler, pas de diviser. Il est souvent trop près de l'incitation à la haine. Une simple plaisanterie dérape rapidement, pouvant créer des divisions nuisant à l'égalité. Ces messages peuvent détruire la confiance des minorités visées. L'humour n'est pas un terrain sur lequel toute forme de valeur doit être ignorée. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. De plus, les comédiens et humoristes ont de lourdes responsabilités sociales. Si certains utilisent l'humour comme outil de critique de la société ou de lutte contre le racisme, d'autres sont spécialisés dans l'humour noir. Ils ne se rendent peut-être pas compte, mais leur influence dépasse largement le cadre du simple divertissement. C'est en banalisant des propos comme les leurs que certains spectateurs pourraient se sentir légitimes à produire un discours haineux, trop normalisé dans le monde de l'humour. Mais comment allier la liberté de rire avec la responsabilité de ne pas rire? L'humoriste peut susciter des prises de conscience, tout comme être complice de la normalisation des préjugés. L'humour ne doit pas être un masque derrière lequel se cache l'inacceptable. Le vrai comique est celui qui fait réfléchir, pas celui qui blesse, ne serait-ce qu'une seule personne. Pour terminer, je pense que l'humour doit être un miroir de notre société, pas un refuge pour des propos dégradants. Il perd tout son intérêt lorsqu'il devient une excuse pour véhiculer l'inacceptable. Un équilibre entre la liberté d'expression et le respect des individus doit être trouvé. Il s'agit de la responsabilité de chacun. Je ne suis pas pour retirer cette liberté, mais je suis pour qu'on se rende compte des effets sociaux qu'elle peut avoir. L'humour a toujours eu la capacité de faire évoluer les consciences et de traiter de sujets difficiles de manière facile. Cette force doit être maniée avec soin. Au lieu de simplement l'ignorer, intéressons-nous à la nature du message qui nous est transmis par l'humour. On a tous une responsabilité dans la manière dont l'humour nous affecte. Imposer des limites à l'humour est une tâche impossible, mais notre responsabilité collective peut le rendre un peu plus agréable. Charlie Chaplin a dit « Une journée sans rire est une journée perdue ». Je vous souhaite donc à tous, mesdames et messieurs, une très belle soirée, remplie d'un rire franc et bienveillant. Merci beaucoup. Merci à toi, Gary. Alors, on va continuer avec notre prochaine candidate qui s'appelle Cecilia Sayeva, qu'on applaudit très fort. Cecilia qui vient de l'Athénée royal de Rochefort, professeure référente Caroline Ribocourt. Et Cecilia, tu vas parler d'un sujet très intriguant, les masques. Bonsoir, je m'appelle Cecilia Sayeva, j'ai 17 ans et je viens de l'Athénée royal Rochefort-Jemelle. Que ce soit pour le carnaval, pour des raisons identitaires ou médicales,
Les masques sont des objets pratiques, que ce soit au propre ou au figuré. Connaissez-vous bien les personnes de vos entourages? Comprenez-vous bien leurs émotions, ce qu'elles disent réellement? Parvenez-vous à décrypter leurs masques? Nous portons tous des masques. Nous jouons un rôle au quotidien. Nous sommes des acteurs, sans même parfois nous en rendre compte. C'est devenu un automatisme, au point que certains d'entre nous oublient qui ils sont réellement. Je vais vous le démontrer aujourd'hui avec 3 arguments. Nos pensées et émotions sont sauvages et incontrôlables, qu'elles soient positives ou négatives. Pour protéger les autres et éviter de leur faire du mal ou de les blesser involontairement, nous cachons alors ce que nous pensons vraiment. On camoufle notre pensée réelle. Prenons un exemple. Si une personne à qui vous tenez vous demande votre avis, mais que vous ne voulez pas la vexer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez probablement mentir, un mensonge blanc, un mensonge qui n'est censé n'avoir aucun impact. Cependant, vous cachez votre véritable opinion. Il y a bien d'autres cas où on fait cela. Moi, par exemple, si on me demande si ça va ou si je suis d'accord, j'aurais tendance à sourire et à dire que je vais bien ou que je suis d'accord, alors que ce n'est pas le cas. Un scoop, n'est-ce pas? On l'a tous fait déjà, ça, dans la vie. Sauf que ça ne va pas, parce que je ne vais pas bien ou je ne suis pas d'accord. Alors, j'internalise ça. Je ne veux pas m'épancher, je ne veux pas expliquer mes problèmes ou expliquer en quoi je ne suis pas d'accord et créer des frictions inutiles. C'est un masque continuel, destructeur et épuisant, que je porte comme d'autres. Je le porte pour éviter d'épancher mes pensées dépressives ou sombres, ou pour éviter des problèmes. Le seul point positif de ce que je fais et de ce que peut-être vous faites, c'est qu'on peut reconnaître les personnes à qui on tient vraiment. Parce que les personnes qui nous connaissent et qui savent ce qu'on pense vraiment sont les seules à pouvoir voir à travers notre masque et notre façade. Connaissez-vous quelqu'un qui aime se montrer faible ou sensible devant les inconnus, devant les autres? Même devant ceux qu'on connaît, on préfère montrer une façade de nous heureuse, sûre. Effectivement, se montrer vulnérable émotionnellement et ou mentalement face aux autres, c'est avoir une confiance absolue en ces personnes. C'est montrer le fond de nous, le fond de notre cœur. C'est comme un contrat. Sauf qu'ici, si vous brisez ce contrat, vous brisez aussi la personne qui vous a fait confiance. C'est un pari risqué que très peu prennent réellement. Nous avons tous des secrets, des choses qui nous ont marqués et qu'on ne dira jamais. Pour éviter de se montrer faible, nous changeons. Un masque de leader peut peut-être montrer quelqu'un qui a peur de ne pas avoir confiance en soi. Celui d'un je sais tout de quelqu'un qui a peur de ne pas savoir. Et quelqu'un d'agressif masque peut-être quelqu'un qui a peur de s'attacher. Les raisons peuvent être multiples. Les masques sont donc tout aussi nombreux. Finalement, nous jouons un rôle pour nous protéger. Nous montrons pour ce faire ce que nous voulons que les autres voient. La surface d'un iceberg pourtant plus complexe, plus profond, plus sensible. Cela peut poser des breakdowns, des moments où l'on craque complètement, car notre masque est devenu trop lourd. C'est ainsi que des personnes peuvent se perdre dans leur propre identité, à force d'étouffer qui elles sont, de cacher certaines parties si profondément d'elles qu'on les oublie. Et on ne sait plus ce qu'on aime vraiment ou ce qu'on pense. Alors on continue de jouer le rôle. Le masque qui appartient à ce rôle devient notre nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'on décide de changer à nouveau. Parce que le masque précédent est trop ancré dans notre personnalité et dans notre être. Ce qui, de base, devait nous servir à nous protéger et ce qui a fini par nous détruire complètement. En conclusion, nous portons tous des masques pour protéger les autres, pour montrer une autre facette de nous et pour nous protéger. Les masques peuvent être considérés comme la solution, mais au final, ils sont destructeurs et ont un terrible effet.
Alors je crois que les personnes qui arrivent à voir au-delà de ces masques sont les personnes à qui on peut réellement faire confiance. Je pense qu'être nous-mêmes est la meilleure solution, car c'est la plus saine et la plus authentique, qui mérite le plus de respect. Et au diable tous ceux qui pensent que le véritable nous est mal. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. En tout cas, j'espère que derrière le masque qu'on porte tous ce soir, il y a un grand sourire, parce qu'on passe quand même une très belle soirée grâce à vous toutes et à vous tous. La prochaine candidate, ce sera Léane Becken, qu'on applaudit très fort. Léane qui vient de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beaurain, professeure référente Doris Dumbruch. Et alors, je ne sais pas si pendant la pause, vous avez pris de la quiche jambon ou de la quiche brocoli, mais Léane va nous parler du véganisme et du végétarisme. Bonsoir, mesdames, messieurs. J'aimerais porter votre attention sur un engagement que j'ai moi-même entrepris pour un monde plus juste, plus durable, mais avant tout plus éthique. Cet engagement, c'est celui du végétarisme, mais je vais également en profiter pour vous parler du véganisme. Aujourd'hui, ce sont des régimes alimentaires qui sont mal compris et où leurs pratiquants sont jugés en mauvaise santé, carencés et extrémistes. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est le plus extrême ? Manger de manière plus végétale et respectueuse de l'environnement, ou abattre chaque année des milliards et des milliards d'animaux pour répondre à nos besoins alimentaires qui sont pour la plupart non nécessaires. Souvent faites de manière inhumaine, je vous parle ici de confinement, de séparation, de mutilation et d'abattage très brutaux. Alors que les avancées scientifiques actuelles ont démontré leur capacité à ressentir la douleur, la peur, et qui sont également capables d'exprimer des émotions aussi complexes que les nôtres. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je vous le dis, si les abattoirs étaient faits en murs de verre, vous seriez tous et toutes végétariens depuis bien longtemps. Mais le végétarisme et le véganisme, c'est bien plus que cela. C'est également une urgence climatique. Si nous prenons l'exemple du soja, je vous l'accorde, que les véganes et les végétariens en sont consommateurs et sont donc d'une certaine manière responsables de la déforestation, comme par exemple en Amazonie. Cependant, saviez-vous que c'est 70 à 90% de sa production qui est consommée par le bétail ? Les consommateurs de viande en consomment donc beaucoup plus, mais de manière indirecte, et sont donc d'autant plus responsables de la déforestation. De plus, les industries de la viande sont de grands producteurs à gaz à effet de serre. Le méthane, qui est produit par les ruminants, est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, ce qui contribue au réchauffement climatique. D'autre part, si tu es végane, tu es dit carencé et en mauvaise santé. Pourtant, une étude menée en 2013 par l'université de Oxford a démontré que les végétariens et les véganes ont 32% de risque en moins de contracter des maladies cardiovasculaires et sont donc en moyenne en meilleure santé qu'un individu qui est consommateur de viande et de poisson. Sachant que ces individus, pour la plupart, les consomment de manière excessive, comme la viande transformée ou encore la charcuterie, qui est, elle, consommée de manière journalière, alors qu'elle a été classée comme cancérigène. Vous mettez donc votre santé en danger. Être végétarien ou végane, c'est réduire les risques de maladies chroniques, c'est améliorer notre longévité, notre énergie et notre bien-être au quotidien. Par ailleurs, mon but n'est pas ici de vous convaincre de devenir végétarien ou même végane, car je n'en possède pas le pouvoir. Mais je peux vous montrer ma détermination à protéger notre environnement et à au moins vous inciter à diminuer votre consommation et de manger de manière plus locale et respectueuse des animaux. Faites-le pour notre planète, faites-le pour nos générations futures, mais avant tout, faites-le pour vous. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je vous le dis, le véganisme, c'est bien plus qu'un régime alimentaire. C'est une promesse remplie d'espoir, qu'elle soit envers les animaux, notre planète ou nous-mêmes. Il incarne un changement inspirant vers un monde plus sage, plus éthique, et où la durabilité, la santé et la justice seront bien plus qu'un rêve idéaliste.
mais une réalité concrète. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Léane, et bravo pour tes convictions. Tu peux te déstresser, là, maintenant, ça va. Allez, le prochain candidat, ce sera Tom Lepage. Qu'on applaudit. Tom nous vient également de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Borin. Professeur, cette fois-ci, c'est Roxane Mailleux. Et Tom, tu vas nous parler de la liberté d'être soi-même. Mesdames, messieurs, la question que je vais vous poser aujourd'hui est à la fois simple mais vertigineuse. Sommes-nous vraiment libres d'être nous-mêmes ? À première vue, la réponse semble évidente. Pourquoi ne le serions-nous pas ? Nous sommes des individus uniques avec des pensées et des aspirations propres. Mais si nous regardons au-delà de la surface, cette liberté apparente est bien plus complexe. Elle peut même être illusoire. Laissez-moi vous en convaincre. Avant tout, nous vivons dans un monde régi par des normes, des attentes et des jugements sociaux. Dès notre naissance, nous sommes inscrits dans un système qui nous assigne des rôles, filles ou garçons, rural ou urbain, riche ou pauvre. Ces étiquettes façonnent notre identité, et cela même à notre insu. Alors pensez à la pression sociale qui nous pousse à nous conformiser à notre société, adopter un certain mode de vie, adopter des moyens qui permettent à notre humanité de se développer plus facilement, choisir des métiers plus valorisés, cacher nos failles pour être acceptés. Être soi-même dans ce contexte demande une force colossale, car cela implique souvent d'aller à contre-courant. Combien de jeunes n'osent pas révéler leur véritable identité par crainte du rejet ou du regard des autres ? Même dans notre société moderne, l'accès à cette liberté reste inégal, et cela est inacceptable. Ceux qui ont les moyens de leur émancipation, financiers, culturels ou sociaux, sont souvent mieux armés pour affirmer leurs identités. Les autres, par contre, sont complètement rejetés. Si la société nous impose des barrières, il serait naïf d'ignorer celles que nous érigeons nous-mêmes. La peur, le doute, le besoin de plaire ou de se protéger sont autant de freins à notre authenticité. Nous portons parfois des masques, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Attention, mesdames et messieurs, je ne parle pas de celui qu'on nous a imposé il y a quelques années. Non, celui dont je vous parle fait beaucoup plus de ravages. Socrate lui-même disait « Connais-toi toi-même ». Mais peut-on vraiment se connaître dans un monde où nous sommes constamment distraits par des images de perfection et des modèles à suivre ? Pour finir, examinons la notion même de liberté. Sommes-nous vraiment libres si nos choix sont influencés par des contraintes économiques, culturelles ou politiques ? Prenons par exemple Martin, jeune SDF depuis son plus jeune enfance, qui a de nombreux frères et sœurs, mais qui pourtant n'est pas lui-même, parce que Martin n'a pas cette possibilité. Martin est oppressé par ses frères et sœurs. Il est oppressé par ce manque d'argent. Alors, Martin peut-il vraiment explorer son potentiel ou s'affirmer pleinement ? De même, dans certains pays ou environnements familiaux, être soi-même peut exposer à des discriminations, voire même des persécutions. Je voulais poser une question. Y a-t-il des Simone dans cette salle ? Non ? Eh bien, cela est dommage, parce que j'aime rencontrer des Simone. Les Simone sont de grandes personnes. Prenons par exemple Simone de Beauvoir, qui a lutté pour les droits de la femme à être elle-même, indépendamment des rôles attribués. Simone de Veil, rescapée de la Shoah, qui, elle aussi, s'est engagée pour les droits humains, comme l'égalité des sexes ou l'antisémitisme.
Un autre personnage important est Nelson Mandela, qui lui a été emprisonné pour être libre. Libre d'être lui-même, libre de pouvoir penser par lui-même. Leur courage à eux prouve que la liberté d'être soi-même est possible, mais qu'elle se conquiert souvent dans la lutte et la douleur. Alors que faire face à ce constat? Si la liberté d'être soi-même est entravée par tant de contraintes, faut-il être libre? Ben oui, il faut être libre, car c'est précisément dans cette quête, dans cet effort pour briser les chaînes extérieures et intérieures, que se conquiert notre liberté, notre authenticité. La liberté d'être soi passe avant tout par un travail intérieur, une quête que beaucoup redoutent d'entreprendre, et c'est bien malheureux. Alors je vous repose cette question. Sommes-nous libres? Non, pas entièrement. Mais cette liberté partielle est un terrain fertile pour agir, réfléchir et se construire dans un monde où un jour on pourra pleinement répondre par l'affirmation à cette question. Être soi-même, c'est un acte de courage. C'est avoir le courage d'affirmer ses différences, de célébrer ses singularités, de revendiquer sa place dans le monde. Elle nécessite une remise en question des normes et parfois même une rupture avec ce qui nous retient. Mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être entrepris. Car soi-même n'est pas un droit acquis, c'est une conquête qui commence par vous, par moi, par nous tous. Alors aujourd'hui, devant vous, mesdames et messieurs, j'ai célébré la liberté d'être moi-même. Alors soyez solidaires, soyez libres. Merci Tom. Tu n'as peut-être pas eu la liberté de terminer juste avec les 2-3 mots qui étaient nécessaires, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Eh bien, on va déjà arriver à notre dernière candidate de la soirée. C'est fou comme le temps passe vite. Enfin, peut-être pas pour elle, parce que la pauvre, passer en dernier, c'est quand même pas évident. Donc, allons-y, on accueille Abigail Nicolai. Alors, tu viens de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Borin, professeure référente Roxane Mailleux, et tu vas nous parler de la poésie. Par où commencer? Lorsque je me retrouve face à cet auditoire, prêt à m'écouter, à réagir ou à s'endormir. L'opportunité m'a aujourd'hui été donnée de vous présenter un texte, certes sans réel contexte, mais qui me pousserait enfin à m'exprimer. Alors voilà, comme j'aime faire différemment des autres, même si bien souvent à cause de ça je me vautre, je me suis engagée à travailler sur la poésie. Parce que quelque part, la poésie donne vie. Elle donne vie aux mots et à mes mots. Mais en réalité, c'est simplement que l'art, la danse, de l'écriture à la littérature sont plus intenses, avec un peu de musique, ou juste à l'aide de quelques rimes plus ou moins denses. Désormais, j'admets être éperdument amoureuse de l'art, plus particulièrement de cette manière dont valsent les mots, de manière belle et aléatoire, et ce, sans éléments prémonitoires. J'accepte aujourd'hui que la poésie comme une ombre est parvenue à me relever lorsque tout paraissait sombre. Elle m'a appris à respirer à nouveau quand l'oxygène était devenu introuvable et de me montrer que finalement tout était renouvelable. Que même sur un sol noyé de larmes, les fleurs sont légitimes de se relever d'un drame, d'un premier amour indéniablement trop lourd, de cette amitié que les mots avons ardemment délaissée. Car l'âme finit toujours par guérir, même après avoir traversé le pire. Le bonheur survient au malheur, même quand un cœur n'est plus apte à le faire. Et pour ma part, les mots étaient un véritable échappatoire. Récemment, il m'a été dit que j'étais inévitablement faite pour la littérature, qu'il constituerait forcément mon futur. D'autres que, tout compte fait, j'avais une âme de puriste comme armure. Enfin, je m'égare. Il y a quelques années, j'errais dans un musée, au milieu d'œuvres d'art, tout en réfléchissant à mon histoire. Et j'ai pensé avec mon cœur, tout en méprisant ma peur. Afin d'être apte à conférer aujourd'hui devant vous, je me suis demandé comment peut-on parler de la poésie en 6 minutes? Parce qu'en réalité, 6 minutes, qu'est-ce que c'est? 6 minutes, c'est presque le temps qu'il faudra à quelqu'un pour mourir d'amour, ou au contraire pour tomber amoureux.
6 minutes, c'est le temps qu'il faut à un enfant pour apprendre pleinement une de ses poésies ou pour composer ce qui semble être un poème rempli de fantaisie. Ce qui me semble, à moi, le moyen d'exprimer mes émotions et mes sensations, de me transporter vers d'autres mondes. 6 minutes, c'est le temps que semblent durer certaines nuits lorsque mes pensées s'amalgament dans l'ennui. Pour moi, 6 minutes, c'est le temps qu'a duré un énième au revoir, qui finalement est devenu le plus douloureux des adieux. 6 minutes, c'est surtout bien trop peu pour parler de quelque chose à la fois d'immensément vaste et pourtant qui n'existe plus que très peu. Voyez, autour de ce thème presque éreinté et terriblement las, je me suis posé cette question. La poésie peut-elle être perçue comme le droit de tout être de s'exprimer ? Alors oui, me direz-vous, la réponse est logique et évidente. Comment la poésie, perçue ici comme abordable de tous et libre d'utilisation, peut-elle être perçue comme inaccessible à certains ? Comment peut-elle faillir à son rôle, celui de faciliter l'expression de sentiments et d'émotions ? Bon sang, pourquoi chaque être n'est-il pas capable de composer quelques lignes inondées de sens s'il suffit d'aligner quelques mots à portée de tous ? Ce sentiment de liberté et de soulagement que nous procurent les mots lorsqu'ils sont les seuls à nous comprendre et à nous entendre. J'aimerais aussi exprimer ceci sous forme de questions. Faut-il aller au bout du supportable pour enfin considérer l'art de la poésie comme seule possibilité de vie ? Et si la poésie était en fait bien plus qu'un moyen de s'exprimer, et si elle permettait de purifier toute une âme ? Elle se suffit à elle-même, car elle est un monde à elle seule. Est-il nécessaire de pousser un corps au précipice, l'obligeant à se taire ? Et à vrai dire, faut-il vraiment souffrir à la limite d'en mourir pour en réaliser les bienfaits ? Car belle et universelle, les plus grands poètes sont de grands malheureux, ayant pour seule liberté la poésie à laquelle ils seront indéniablement fidèles. À nous de faire de même. Malheureusement, j'ai appris qu'on ne vivait pas dans un joli roman, permettant d'accommoder ce talent à tout vivant. Je trouve cela si injuste que la douleur, aussi naturelle soit-elle, s'efface d'un revers de strophe pour certains et s'imprègne d'une aiguille d'encre dans le corps des autres. Considérée comme indomptable et insaisissable, la poésie reste et restera inexprimable, car elle nous écarte du monde réel, ce monde dans lequel nous sommes constamment en duel avec nous-mêmes. Il m'est impossible d'enfermer l'art de la poésie dans une définition, étant donné qu'aucun mot n'est assez puissant pour exprimer ce que l'on ressent réellement. Car la poésie, sans peine et sans trauma, ne serait pas la poésie. Finalement, il m'est évident que l'on ne correspond pas toujours à ces critères de vers ou de strophes, qu'en effet, la peine et la haine ne sont pas effaçables, mais cela nous rappelle qu'il y a encore de la beauté à trouver, même dans les morceaux brisés, et des couleurs à raviver dans le ciel ravagé. Si la vie est éphémère, la peine et la haine le sont aussi. Alors continuez d'avancer, même avec cette tristesse sourde et pesante qui vous pousse à exister, à ressentir les choses, mais qui, plus que tout, vous pousse à vivre. Transformez cette douleur en couleur, mais surtout en rime, ce qui vous est légitime. Aujourd'hui, le monde n'a plus besoin de battants, mais de poètes et de rêveurs. Alors rêvez. Soyez libres de composer ce que bon vous semble français et vrai, pur et sans armure. Sachez que, comme l'a dit Victor Hugo, la poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Le tout correspond ici à tous les êtres humains, libres comme l'air et maîtres de leurs propres mots. Merci. Merci beaucoup, Abigail, et bravo pour ce très très bel instant que tu viens de nous offrir et qui termine, je pense, magnifiquement la soirée. Alors ça y est, la soirée est déjà terminée. Je vais en profiter à titre personnel, puisque je ne fais pas partie du jury, pour féliciter les 15 candidates et candidats qui étaient là ce soir, parce que vous avez été vraiment excellents. Je bafouille. Vous nous avez fait passer un super moment, et franchement, merci, et je voudrais vraiment que tout le monde vous applaudisse encore une fois. Et d'ailleurs, je propose, pour que vous profitiez des applaudissements, que vous vouliez que vous veniez tous sur scène pour les recevoir. Venez. Et si vos professeurs pouvaient venir aussi, comme ça, on vous revoit tous et on vous applaudit. Allez-y. Allez, les professeurs, hein, vous avez mis vos élèves face à tout le monde, il faut venir maintenant. Venez tous. Allez-y et applaudissez-les, ça va leur faire du bien. Ils peuvent relâcher la pression. Bravo. Bravo à tout le monde.
Voilà, c'est bien, bravo. Profitez-en. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Voilà, il y a des photos qui sont prises, ça c'est parfait. Alors, apparemment, on a droit à des cadeaux. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un livre sur Rochefort. Ben voilà, comme ça, on parlait des voyages tout à l'heure. Il y a peut-être moyen de savoir où aller à Rochefort. Alors, donc, oui, je vais quand même faire les remerciements des sponsors et tout ça, parce qu'il ne faudrait quand même pas les oublier. Donc, la soirée aujourd'hui a été organisée en partie grâce au Centre culturel de Rochefort, qui nous a fourni le technicien, le matériel. Merci à eux, au CIDJ, qui est le Centre d'information et de documentation pour les jeunes, et à la Bibliothèque de Rochefort. Un grand merci à nos sponsors, le Skipper Club Luxembourg, à l'UCM, au bureau Le Técheur, à l'entreprise TES à Rochefort. Ils ont un très beau stand à Bâtimois pour l'instant, si vous voulez aller les voir. À la ville de Rochefort et à Saporissimo. Alors, donc voilà, les membres du jury, ça va? Vous avez pris vos notes, tout est bon. Maintenant, il va falloir essayer de mettre tout ça en tête. Je dois me bouger, pardon, allez-y. On se retrouvera demain pour la deuxième demi-finale de ce 5e tournoi d'éloquence. À l'issue de cette deuxième soirée, il y aura évidemment, les membres du jury vont se retrancher, je ne sais pas où, ils vont délibérer et ils éliront les vainqueurs. Donc fin de soirée demain, nous saurons qui sont les grands gagnants. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Il y a des belles distributions, je pense que c'est tout. Merci à tout le monde et on peut encore aller boire un petit verre après. Bonne soirée à tous et à demain.